aujourd'hui, c'est la République, donc, le plus monumental des dialogues de Platon après les lois, mais le plus célèbre. Donc, aujourd'hui, c'est Éric Lapointe, doctorant tout à fait accompli, puisqu'il a déposé son doctorat en attente de la soutenance. Donc, un doctorat qui a été dirigé par Jean-Marc Narbonne. Éric Lapointe donc, va nous parler de l'idée du bien dans la République de Platon. Je vous remercie d'avoir accepté comme ça que votre parole soit enregistrée et qu'elle soit d'une certaine façon ainsi immortalisée. Voilà, je vous cède la parole et au plaisir de vous écouter. Merci, bonne journée à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à ma conférence sur l'idée du bien dans la République. Je me suis intéressé à l'idée du bien dans la République dans le cadre de mes études doctorales en philosophie platonicienne. Ma thèse portait sur la dialectique de Platon. Et je dois dire que l'idée du bien dans la République a représenté l'un des sujets les plus compliqués à interpréter, l'un des défis herméneutiques les plus imposants, et pour cause. Socrate semble prononcer des paroles un peu contradictoires à son sujet dans la République. Alors, c'est l'objectif de ma conférence, de présenter en premier les principales difficultés d'interprétation. Ensuite, je vais présenter les 3 grandes tendances interprétatives, après quoi je présenterai ma propre solution. Commençons en premier par dire un mot sur le contexte dans lequel s'insère l'idée du bien dans la République. On sait que le thème de la République, c'est celui de la cité idéale. Au livre 5 de la République, Platon présente sa théorie des formes. Et à cette occasion, il dit un mot sur le naturel philosophe. Le naturel philosophe, c'est celui, en bref, qui envisage l'être derrière les apparences. Et il parle du naturel philosophe pour nous dire ensuite que c'est celui-là, c'est un homme qui possède un tel naturel qui devrait gouverner la cité. Au livre 6 et 7, Platon présente le programme éducatif que devrait suivre le futur gardien philosophe, et c'est dans ce contexte qu'il nous apprend qu'il y a une notion qui est plus importante que les autres, que le futur gardien philosophe doit absolument posséder s'il veut pouvoir bien gouverner la cité. On peut lire en 504e, c'est la notion la plus digne, et cette notion, c'est l'idée du bien. Ça m'amène à discuter du premier paradoxe. Il nous dit que c'est la notion la plus importante. On en a déjà entendu parler. On peut la connaître. On doit essayer de la connaître. Il faut essayer de faire voir à fond plus facilement l'idée du bien. On doit saisir cela même qui est bien par l'intelligence elle-même. On doit la distinguer par le logos, selon Lucian. Mais en même temps qu'il nous dit qu'elle est la plus importante et qu'on doit la connaître, curieusement, dans la République, Socrate refuse de dire ce qu'elle est d'une manière claire. Et il invente toutes sortes d'excuses pour ne pas dire ce qu'elle est. En 504b, il faudrait emprunter un chemin plus long. En 505 DE, l'âme pressent qu'il est quelque chose, mais elle est dans une impasse et elle est incapable de saisir suffisamment ce qu'il est. En 506c, il dit que son opinion sur le bien ne vaut pas grand-chose. On risque de se moquer de lui. C'est la dernière à être vue et avec peine. Alors pourquoi Socrate nous met-il l'eau à la bouche avec son idée du bien qui est la connaissance la plus importante, et refuse-t-il de dire ce qu'elle est en même temps? Il consent tout de même à en dire quelque chose, mais d'une manière un peu imparfaite, au moyen d'une analogie. Ça m'amène au point 2, pour le deuxième paradoxe. Il consent à en parler d'une manière symbolique. Il va nous suggérer l'image du monde sensible qui ressemble le plus à l'idée du bien. Et cette image, c'est le soleil. On peut lire en 509b de quelle manière le bien est semblable au soleil. Le passage de 509b est cité au point 3. De même que le soleil fournit aux choses vues non seulement le pouvoir d'être vues, mais aussi la génération, la croissance et la nourriture. De même pour les choses connues, non seulement reçoivent-elles leur être connu sous l'effet du bien, mais aussi que l'être et l'ousia sont là, en outre, auprès des choses connues, sous l'effet du bien. En bref, le soleil influence les choses visibles et les définit comme étant visibles, et analogiquement, l'idée du bien influence les formes intelligibles et les définit comme étant intelligibles.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en même temps qu'il nous dit que le soleil est comme le bien, Platon, un peu plus loin, délaisse son analogie pour nous dire que le bien engendre littéralement le soleil. On peut lire en 517 BC au point 2, à la ligne 3, « Ayant engendré dans le visible la lumière et son souverain ». Alors, qu'est-ce qui, dans la métaphysique de Platon, est semblable au soleil, mais engendre le soleil en même temps? S'agit-il du démiurge? L'idée du bien est-elle le démiurge? On nous parle du démiurge à la fin de la République, et on nous dit qu'il façonne les dieux du ciel, les dieux en cosmique, donc les astres. Est-ce que c'est une référence à ça ici? Troisième paradoxe. Platon emploie une série de mots dans son œuvre pour qualifier les réalités intelligibles. Il emploie l'expression einai, toon, ousia, eidos, idea. Il les emploie d'une manière plutôt aléatoire. Dans la République, il y a un phénomène particulier qui se produit, c'est que chaque fois qu'il parle de l'idée du bien, il emploie toujours le terme idéal. En même temps, en 509b, dans le passage au point 3, on nous dit que le bien n'est pas l'ousia. C'est écrit à l'avant-dernière ligne de 509b. Le bien n'est pas l'ousia, mais la dépasse en ancienneté et en puissance. Fait-il soudainement une distinction entre les termes idéa et le terme ousia qu'on traduit habituellement par essence? Fait-il une distinction entre idée et essence? Et si oui, laquelle? Et sinon, continue-t-il tout de même d'employer ici les mots idéa et ousia d'une manière aléatoire, mais pour signifier tout de même d'une manière ponctuelle une distinction précise dans le monde intelligible? Et si oui, laquelle? Je vais parler maintenant des trois grands courants interprétatifs, à la page 2 au point 4. Certains ont pensé que l'idée du bien, c'était quelque chose de divin. Surtout les néoplatoniciens. Quand ils lisent le passage, c'est surtout Proclus, dans son commentaire sur la République, lorsqu'il lit le passage de 509b, où le bien surpasse l'ousia, surpasse l'essence, Proclus se dit que l'idée du bien, elle est au-delà de l'essence, au-delà de l'être, et elle est la cause de l'être, la cause efficiente de l'être. Il y a d'autres extraits de la République qui suggèrent que l'idée du bien aurait une connotation divine. Lorsque Glaucon se moque de Socrate, après que Socrate eut dit que l'idée du bien était surpassée l'ousia, Glaucon s'en moque en criant « daimonias hyperboles », hyperbole démoniaque ou excès divin. En 517 BC, on nous dit qu'elle engendre le soleil, donc est-elle en fin de compte la divinité du démiurge? Et en 526e, on nous dit que l'idée du bien est le plus heureux parmi ce qui est. Mais qu'est-ce qui peut porter l'adjectif heureux? Pas un objet. Il faut nécessairement que ce soit quelque chose de vivant ou d'intelligent. Et il est en train de nous dire ici que l'idée du bien, elle est heureuse. Elle est le plus heureux parmi ce qui est. Alors, ça laisse suggérer une interprétation possiblement divine de l'idée du bien. L'interprétation morale maintenant. Thierry Penner, le commentateur, présente une version morale de l'idée du bien dans la République, et non une version théologique ou métaphysique. Thierry Penner écrit ça dans un article qui s'appelle « La forme du bien et le bien de l'homme ». Il présente une interprétation de l'idée du bien inspirée par la philosophie analytique. Et comme on le sait, en philosophie analytique, ces philosophes ont plutôt une tendance métaphysique déflationnaire. Ils nous présentent une idée du bien comme si le bien c'était mon bien à moi, un bien qui est conditionnel à ma propre vie, à ma propre existence. Ce n'est pas le bien absolu des néoplatoniciens, mais plutôt un bien pratique, utile dans les affaires judiciaires. Et il y a toutes sortes de passages de la République qui suggèrent une telle interprétation. En 505a, on peut lire que par l'idée du bien, les choses judiciaires deviennent utiles et bénéfiques. Dans le même passage, il n'y a pas d'utilité si nous ne possédons pas quelque chose sans le bien. On observe ici le champ lexical de l'utilité. En 505 DE, toute âme le poursuit, et c'est en vue de lui qu'elle fait tout ce qu'elle fait.
Alors l'idée du bien a un aspect pratique, utile. En 505 DE, l'âme qui l'ignore passe à côté de tout ce qu'il peut y avoir d'utile dans les choses. Alors, on a encore une fois le jargon de l'utilité. Et en 517 BC, il faut que celui qui est pour agir dans son bon sens, en privé et en public, l'ait vu. Alors, donc, il y a un aspect personnel qui concerne ma vie privée en lien avec l'idée du bien. Elle serait la vertu du bien que j'applique dans ma vie pour bien agir, pour prendre de bonnes décisions dans ma vie personnelle, dans les affaires judiciaires, dans la politique en général. On est loin du bien métaphysique de Proclus ici. Une troisième interprétation est l'interprétation épistémologique. On la trouve notamment chez Martin Heidegger. L'interprétation serait, l'idée du bien serait l'essence de l'idée en tant que telle. Elle serait l'idée de l'idée. Elle serait la définition même de ce qu'est une forme intelligible. Naturellement, si je veux pouvoir reconnaître une forme intelligible particulière, je dois préalablement posséder une préconception de ce qu'est une forme intelligible. D'après Heidegger, l'idée du bien, elle répondrait à cette question. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que la forme intelligible? Laquelle des trois interprétations est la bonne? Pour solutionner le problème, je me suis intéressé à un ouvrage de Sylvain de Colminette, au point 7, un ouvrage intitulé Le Philèbe de Platon, Introduction à l'agatologie platonicienne. Le Philèbe est un dialogue postérieur à la République qui a été écrit quelques années après. Sylvain de Colminette la présente dans son livre, qui est aussi sa thèse doctorale. Il présente le Philèbe comme une longue quête de définition de l'idée du bien. Et on peut lire en 65a la conclusion de leur raisonnement. Qu'est-ce que l'idée du bien en fin de compte? Alors, lisons le passage. Si nous pouvons dès lors attraper le bien sous une idée unique, une première chose qui me frappe avec cette ligne-là, le bien ne se laisse pas définir par l'un. Il ne se laisse pas définir comme étant quelque chose d'unique. Dans la suite, mais que nous l'avons saisi au moyen de trois idées. La beauté, la commensurabilité et la vérité. Donc, elle n'est pas unique, mais elle est plutôt une combinaison de trois éléments. Ensuite, on nous dit que, disons que nous assignerons très correctement cela, pris comme unité, comme cause de ce qui est dans le mélange. Et c'est par cela, comme étant bon, que le mélange advient bon, qu'il advient tel. Qu'est-ce que le mélange? Le mélange, quels sont les ingrédients du mélange? C'est la participation d'une forme intelligible à l'intérieur d'une réalité sensible. On nous dit ici que le mélange advient bon. Qu'est-ce que Platon veut dire par là? À quoi sert l'idée du bien dans son système philosophique? S'il y a un système philosophique chez Platon, à quoi sert l'idée du bien? Il suffit de s'interroger sur les liens entre ces trois notions de beauté, de commensurabilité et de vérité pour comprendre de quoi il s'agit plus précisément. Lorsque je perçois dans une chose sensible qu'elle est belle, je me dis que cette chose sensible, elle a une harmonie propre, elle a de l'ordre, elle a en quelque sorte sa propre mesure, sa propre commensurabilité. Et quand je remarque chez une chose sensible qu'elle est belle et qu'en même temps qu'elle a sa propre mesure, sa proportion unique, sa commensurabilité, sa propre configuration d'articulation, on déduit que derrière une telle réalité, on déduit qu'une telle réalité physique, elle est participée par une forme intelligible qui définit son caractère stable, son caractère unique. Donc, qu'elle a finalement sa vérité propre. On voit ici que l'idée du bien, elle correspond en quelque sorte à la définition de ce qu'est une forme intelligible. Et puisque le mélange est bon, ça nous dit que la forme intelligible, elle est bonne et elle transmet les caractéristiques de la bonté aux choses sensibles, en faisant en sorte que les choses sensibles ont, d'une manière toutefois éphémère, un peu d'ordre, un peu de beauté et un minimum de vérité. Je pense que finalement, l'idée du bien, elle est, comme Heidegger le pense, l'essence de l'essence. C'est la prédéfinition de ce qu'est une forme qui me permet par la suite de déduire à partir des réalités sensibles l'existence d'une forme intelligible. c'est l'indice qui me permet de concevoir les formes.
Revenons au point 4 à l'interprétation théologique. Est-ce que le bien, finalement, elle est divine? Est-ce qu'elle peut porter l'adjectif divin? Personnellement, si je concevais qu'une telle combinaison de facteurs existait, de la beauté, de l'ordre et de la vérité mélangés ensemble, j'apposerais sans problème l'adjectif divin à une telle chose. Mais Platon ne le fait jamais lui-même. Donc je vais m'abstenir de dire que Platon divinise l'idée du bien. Est-elle un bien moral? Visiblement, les passages ici nous suggèrent que l'idée du bien doit avoir un côté pratique. Et je le comprends facilement. Si je possède une prédéfinition de ce qu'est une forme intelligible, je peux ensuite me servir de cette prédéfinition pour reconnaître des formes intelligibles particulières et pour mieux connaître le réel. Et une personne qui connaît mieux le réel est en mesure de prendre de meilleures décisions dans sa vie. Elle connaît mieux les vertus, elle connaît mieux les actions, elle connaît mieux les choses sensibles, donc elle peut mieux les gérer par la suite. L'idée du bien, de ce point de vue-là, peut apporter en effet un bénéfice personnel. Je reviens maintenant aux 3 paradoxes, les points 1 à 3. Pourquoi Socrate refuse-t-il de dire ce qu'est l'idée du bien? Selon moi, je pense que Platon ne maîtrisait pas tout à fait sa théorie dans la République. Et il a exprimé son malaise, son incompréhension dans la bouche de Socrate, en disant qu'on risque de se moquer de lui s'il en parle. Il faudrait emprunter un chemin plus long, et ce chemin plus long, il serait emprunté finalement dans le Philèbes. Alors c'est de cette manière-là que je résoudrais tout simplement le problème de la rétention dans la République, à propos de l'idée du bien. Qu'en est-il maintenant du paradoxe du soleil? Ce que l'analogie du soleil nous dit en gros, comment ça se fait que l'idée du bien ressemble au soleil? Elle ressemble au soleil dans le sens où le soleil affecte toutes les choses sensibles et les définit comme telles. La même chose a lieu dans l'intelligible. L'idée du bien influence toutes les formes intelligibles et les définit comme telles. C'est une lecture qui est assez cohérente avec le Philèbes. Comment peut-on dire qu'une telle idée engendre le soleil maintenant? Je croirais la chose suivante. Pour que le soleil existe, il doit être participé par une forme intelligible, celle du soleil. Et pour que la forme intelligible existe en tant que telle, il doit se trouver la combinaison du bien, du beau, du mesuré et du vrai. C'est parce qu'une telle combinaison d'éléments existe que les formes intelligibles existent par la suite et que le soleil peut être participé par une forme intelligible. Donc, d'une manière indirecte, on peut dire que l'idée du bien, elle engendre le soleil, sans toutefois être le démiurge. Je crois que la notion de démiurge ne désigne pas la même chose que l'idée du bien. Le démiurge nous explique, c'est une explication un peu imparfaite, qui nous montre comment la réalité sensible, elle est façonnée à l'image du monde intelligible. L'idée du bien ne parle pas de ça tout à fait. L'idée du bien nous dit plutôt qu'est-ce qu'une forme intelligible en elle-même. Ce n'est pas le même problème. Donc, j'éviterai de dire que l'idée du bien, c'est le démiurge. Finalement, le paradoxe de l'essence. Pourquoi le bien est-il une idée, mais surpasse-t-il l'essence en même temps? Je crois que la réponse est assez simple. De même que le soleil influence toutes les choses visibles et les définit comme visibles, tout en ayant son identité propre, le soleil. Donc, le soleil n'est pas l'une des choses visibles qui est sous son influence, mais il a son identité propre à lui. De même, l'idée du bien influence toutes les formes intelligibles, elle les définit comme telles, mais en même temps, le bien a sa propre identité. Il est la combinaison du beau, du mesuré et du vrai. En bref, l'agatologie platonicienne, c'est une réponse à la question « Qu'est-ce qu'une forme intelligible? Qu'est-ce que l'être ?» Et c'est cette préconception de ce qu'est un être qui me permet par la suite d'appliquer la connaissance, de commencer à connaître des choses d'une manière scientifique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour.